Bonjour, salam alaikum, Azoul Flawen, j'espère que vous allez tous très bien. On sait tous que pour évoluer dans notre carrière, nous avons besoin de développer nos compétences professionnelles, hein. Donc, du premier stage à un poste de responsabilité, chaque compétence que nous gagnons est le fruit d'un travail et d'un investissement sur soi. Donc, l'expertise d'une personne est naturellement liée à son expérience et bien sûr, ses compétences s'affinent avec le temps. Donc, justement, pour parler de cette thématique-là, comment optimiser son temps pour monter en compétences, j'ai le plaisir d'accueillir Mohamed Yassine, qui est consultant à l'OIT. Marhaba bik Yassine, Mohamed Yassine, pardon, et merci de nous avoir accordé de votre temps. Merci à toi, Yasmine. Merci à l'équipe informatique. C'est toujours un plaisir de collaborer et de contribuer avec vous. Merci beaucoup, Mohamed. Alors, justement, si vous permettez, Mohamed, pour juste prévenir nos participants. Donc, je vais te laisser le soin de dérouler le contenu de ta thématique et j'invite nos participants à poser leurs questions, à partager avec nous leurs expériences que nous discuterons par la suite à la fin de ton intervention. Voilà, Ok, ça marche. super. Donc, on y va. Bismillah. Donc, en effet, la thématique de la gestion du temps et les compétences, c'est quand on les prend déjà séparément, c'est des sujets, je dirais, très consistants. Donc, on va essayer de les rendre un peu plus simples. Et j'ai choisi pour cela un angle de vue qui se rapproche un peu de la réalité du moment avec la crise du Covid-19. Donc, pour cela, je vais commencer par, il faut qu'on soit d'accord déjà sur le concept de temps et de gestion du temps dans, je dirais, dans le cadre de, 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 de ce qu'on appelle le paradigme social. Donc, on est dans les sciences sociales, dans le management, dans la gestion de carrière, etc. Puis, nous allons parler de comment acquérir les compétences. Qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, concrètement pour acquérir les compétences. Et l'avant-dernier point, ça sera un peu vous donner un aperçu de ce qui se fait de ce qui est recherché en termes de compétences actuellement, que ce soit durant cette période de Covid-19 ou ce que font les chercheurs, comme ce qui prédisent les chercheurs comme compétences post-Covid. Et enfin, on va essayer de synthétiser avec ce qu'il faut retenir, puisque je le répète, c'est des sujets très consistants. Je n'aurai pas la prétention de dire que je vais les couvrir d'une manière exhaustive et voilà. Donc on va commencer par le premier point. Donc en fait, qu'est-ce que la gestion du temps? Il faut qu'on soit d'accord sur déjà la définition du temps dans les sciences sociales ou dans notre quotidien et dans la gestion de notre carrière. Il y a ce qu'on appelle le concept de temps cognitif. Et en fait, le temps cognitif diffère d'une personne à une autre. Le temps cognitif, c'est-à-dire que comment on perçoit le temps et en général, il est différent. On a des perceptions différentes du temps. Je vais essayer d'être très pratique. Par exemple, quelqu'un qui sera quelqu'un qui aurait été redéversé sur le marché de l'emploi. C'est-à-dire qu'il avait un emploi avant, maintenant avec la crise du Covid-19, soit il cherche à réorienter sa carrière, soit il a subi un peu les contraintes d'un plan social ou autre. Le temps pour lui, il sera dans une démarche de temps court. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a été plutôt longtemps dans un temps court. Je vais prendre quelqu'un qui travaillait dans une multinationale. Il est tenu par des objectifs chaque semaine, chaque mois, du reporting. Il faut qu'il gère des demandes clients urgentes, etc. Donc, il est dans un temps cognitif court. Il perçoit le temps court. Donc, d'ailleurs, il a jamais le temps de tout faire ou elle a jamais le temps de tout faire, etc. Après, cette personne va basculer maintenant, puisqu'elle sera en recherche d'un emploi, elle aura l'impression que le temps se ralentit, que finalement les demandes ne viennent pas assez vite, qu'on ne leur répond pas assez rapidement, etc. Donc, il y a ce temps cognitif qui peut nous jouer des tours et c'est très important d'en prendre conscience pour ne pas en fait créer une frustration en plus et, euh, et beaucoup plus aller de ce qu'appelle Philippe Gabillier, qui est aussi un auteur intéressant dans la gestion du temps. Il vous dit en fait, l'être humain, la demande de temps futur, elle est très importante. On s'attend toujours à voir ce qu'il y a de neuf, que ce soit en termes de politique, en termes de société, en termes de technologie.
on veut toujours essayer de prédire ce qui va se passer par la suite. Donc, par nature, l'être humain, il est demandeur de futur. Mais en même temps, on a aussi un historique, c'est-à-dire que les gens vont aussi vivre dans ce qu'on appelle le temps cognitif passé, où ils vont soit revenir à aller chercher des valeurs qu'ils ont acquis durant leur expérience ou leur enfance, mais aussi essayer de voir un peu les erreurs ou les choses les expériences qu'ils ont vécues et éviter les erreurs. Et il y a aussi le temps présent, en fait, c'est le plus important. Donc le temps cognitif, c'est le plus important. C'est là où on est dans l'action. Et en fait, il y a une question très simple, d'ailleurs, que j'invite la communauté à se poser. C'est si vous passez votre temps cognitif, c'est-à-dire le temps de réflexion, plus dans le passé, ça veut dire qu'il faut, vous êtes un peu mal, ça veut dire qu'il faut vraiment essayer de vous projeter vers le futur et passer plus de temps cognitif dans le présent. Donc ça, c'est très important de faire, je dirais, cette réflexion. Après, pour un primo-demandeur, c'est l'inverse. Donc, il aura vécu dans un temps long, un temps cognitif long, où c'est les examens. Donc, c'est chaque semestre ou chaque trimestre qui auront rythmé son temps et ses journées ou son temps. Et puis, après, il sera dans un temps court, je dirais, où surtout avec un concept que je vais partager par la suite, qui est l'infobésité, c'est qu'il va voir sur Internet, que ce soit sur des offres d'emploi, sur Facebook ou sur les sites comme Employé, qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi. Il se dit, finalement, il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de postulants, il faut que je fasse vite, je vais envoyer beaucoup de CV, etc. Donc, il y a on va être dans un temps cognitif court, mais qui aura la contrainte ou le piège de tomber dans la précipitation, mais aussi de générer de la frustration, puisque si je suis primo-demandeur, j'ai l'habitude d'être dans un temps long, là, je suis basculé. Donc, dès que je vais dans la vie professionnelle, je vais chercher du boulot, je serai confronté à un temps cognitif court et ça risque de créer aussi des frustrations. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le temps cognitif. Donc, il y a des notions de temps passé, de temps présent et de temps futur. Donc là, on va parler par la suite plus exactement de ce qu'on peut apprendre de ce temps cognitif. Après, il y a le temps social. Donc, il y a le temps social, c'est intéressant d'en prendre conscience. C'est ce que je disais maintenant, c'est un peu on était tout le temps baigné dans ce rythme de rentrée scolaire, rentrée sociale, les vacances. Aujourd'hui, tout est chamboulé, donc quelque part, on a perdu un peu nos repères. Et en fait, ces dimensions-là de temps économique et de temps social ne sont plus figées. C'est qu'on a du mal à se calibrer, à se synchroniser avec ça. Et même le temps juridique, on a vu par exemple, donc c'est l'actualité du moment avec la réglementation pour les startups. Donc, il y a un temps juridique pour que les choses se mettent en place. Donc, ce n'est pas le même comme un temps économique, ce n'est pas le même comme un temps social. D'ailleurs, Malek Ben Nabi, l'un des auteurs qui parle un peu de renaissance civilisationnelle, qui est un Algérien, je le rappelle. Donc, il parle des trois conditions qui sont importantes. Donc, c'est le sol, donc l'individu et le temps. Donc, effectivement, il parle de temps et vous dit que finalement, la civilisation ne peut se faire qu'avec le sol. Donc, c'est les actions concrètes sur le terrain. L'individu, ça veut dire la responsabilisation de nos actions, chacun à son niveau. Et après, c'est le temps. Le temps, c'est quoi finalement? C'est de se dire de prendre le temps nécessaire pour acquérir des techniques. Et ce n'est que comme ça qu'il y aura je dirais, une révolution civilisationnelle, que ce soit à notre plan individuel, que ce soit au plan, je dirais, de la société. Donc ça, c'est un temps sur lequel je ne vais pas m'attarder, mais c'est important de le savoir et de ne pas être frustré, surtout en ce moment de crise sanitaire, que de se dire finalement, j'ai l'habitude d'avoir des repères, ça se passe plus comme avant, etc. Il suffit juste de se dire, de se reconcentrer sur son temps cognitif, c'est de se dire voilà ce que je vais vouloir faire dans le futur. Et aujourd'hui, en termes quand je dis faire dans le futur, c'est-à-dire que c'est un emploi, qui dit emploi dit des compétences. Donc du coup, aujourd'hui, dans le présent actuel, qu'est-ce que j'ai comme niveau de compétences pour pouvoir aspirer à ce temps futur. Donc ce temps cognitif futur. Donc c'est un peu ça l'idée donc du temps cognitif et du temps social. Après, les chercheurs parlent de plusieurs temps, hein, mais j'ai préféré cadrer puisque ça. J'espère que ça coïncide avec l'actualité du moment. Maintenant, on va passer au temps cognitif proprement dit. Il y a deux notions très importantes. La première, c'est la direction. Donc, ce qui est important pour vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui essaient de se réorienter en termes de carrière. Il y a des gens qui réfléchissent à l'entrepreneuriat. Donc là, c'est le moment, ce
qu'en fait, le monde est figé. Il n'y a pas, surtout les premiers temps du confinement, mars, avril, c'est tout le globe qui était pratiquement confiné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette, ce que j'appelle une désynchronisation. C'est-à-dire que tout le monde est arrêté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compétition proprement dite qui s'est opérée, vu que l'économie pratiquement était à l'arrêt. Donc, il y a cette notion de direction, de vouloir ce que vous voulez faire. C'est très important. C'est ce qui va traduire derrière l'emploi que vous allez faire et c'est ce qui va traduire les compétences que vous voulez acquérir. Et d'ailleurs, Stephen Covey parle beaucoup mieux que moi dans son livre First Thing First, priorité aux priorités, ou dans la gestion du temps. Donc, il parle de l'aspect de la direction, mais aussi de l'aspect de la durée. Et souvent, on confond dans la gestion du temps en temps cognitif, donc que j'ai expliqué tout à l'heure, et la durée. Donc, le temps cognitif, par exemple, je peux être en face d'un webinar, je suis présent physiquement, on me voit, mais si mon esprit, ma cognition, ma perception des choses, elle est ailleurs, donc du coup, cette durée, je ne l'ai pas exploitée finalement. Donc, du coup, c'est ce qu'on parle il y a cette notion de durée, et je fais le rappel aussi avec Mehmet Benabi ou même Idriss Aberkan ou d'autres chercheurs dans la neuroéducation, ils vous disent qu'il faut entre 5000 et 10 000 heures pour apprendre quelque chose. C'est-à-dire que cette durée, certaines durées pour acquérir des compétences ne sont pas négociables. C'est-à-dire qu'il faut passer un certain nombre d'heures sur certaines compétences pour les acquérir. Et ça, on n'a pas encore trouvé de raccourci, peut-être dans l'avenir avec la biotechnologie, mais aujourd'hui, on est sur des durées assez figées pour acquérir certaines compétences. Mais après, il faut que cette durée coïncide avec la direction ou la carrière que vous voulez avoir. Donc, il y a ce temps cognitif qui est très important. Je vais citer, j'hésitais à le citer, mais je vais le citer quand même, mais il a eu un éclair, je dirais, de génie. C'est Jean-Claude Van Damme quand il vous dit aware. C'est aware, c'est en fait, be aware, c'est la conscience de soi. C'est être attentif à ce qui se passe dans le moment. Et être attentif à vos perceptions du moment. Et en fait, j'insiste beaucoup sur ça parce que ça a un lien direct avec l'acquisition des compétences. Si vous n'êtes pas en pleine conscience de ce que vous êtes en train d'apprendre, c'est-à-dire que vous aurez passé du temps, oui, mais la durée, il n'y aura pas un retour sur investissement sur la durée. Et j'aime bien aussi une citation de Philippe Gabillet qui vous dit « Le temps a horreur que les choses se fassent sans lui ». Donc, je répète, le temps a horreur qu'on fasse les choses sans lui. Je vais citer aussi Farid Al-Ansar, qui est un théologien aussi, mais c'est pas que lui qui a cité ça aussi, c'est en arabe, il vous dit Man istajala fi shay'i uqiba bi hirmanihi. Donc, c'est un peu tous ces chercheurs, ces penseurs convergent vers le même point que finalement, il y a ce temps cognitif qui est très important et qu'il faut un certain nombre d'heures pour pouvoir acquérir des compétences ou un certain savoir. Donc, il faut, donc le temps cognitif, savoir ce que vous voulez clairement en termes d'emploi. Quand je dis la direction ici, c'est l'emploi. Vous voulez être entrepreneur, quel secteur d'activité vous visez, etc. Et si vous voulez cibler des compétences derrière, il faut vous dire qu'il y a un certain temps nécessaire, un certain volume horaire, plus exactement, pour acquérir ces compétences. Donc voilà, maintenant les contraintes ou les pièges qui existent aujourd'hui. Donc j'ai parlé tout à l'heure d'infobésité. On est submergé d'énormément d'informations. Et avec l'intelligence artificielle, ça s'arrange pas, puisque le moindre de nos gestes, de nos clics, il est scruté et derrière on nous balance de la pub, des centres d'intérêt qui nous captent un peu pour aller vers ça. Et en fait ça, pourquoi ça a une incidence directe sur les compétences ou l'acquisition des compétences ou la rapidité ou la durée ou le volume nécessaire pour acquérir des compétences? Parce qu'en fait, ça agit directement sur notre mémoire et ce qu'on appelle la mémoire de travail. Et plus on va solliciter notre mémoire de travail, je vais en parler plus en détail juste après, donc plus on va moins solliciter ce qu'on appelle notre mémoire épisodique et mémoire procédurale qui est responsable de stocker le savoir et qui va permettre derrière d'acquérir des compétences. Donc, le fait d'être trop submergé par de l'information et de shifter vers une information vers une autre, donc c'est ce qu'on appelle l'infobésité et ça en fait accapare tout l'espace de mémoire de travail. Et plus on va, donc je parlais de cognition, donc de perception de ce qu'on fait, plus on va être sur des tâches
robotiser, cliquer, aller voir vidéo, essayer de réfléchir sur ça, etc. Il y a une pub par là, etc. Même le temps de réfléchir, le temps de traitement d'informations, de se dire ça m'intéresse pas, on sollicite même notre mémoire de travail. C'est-à-dire que même si on clique pas, on veut sortir de cette information, ça déjà immobilise un temps de travail. Donc c'est ce qu'on appelle l'infobésité. Et je vous ai dit qu'il y a énormément de recherches qui se font en ce moment sur ça. Le deuxième point, c'est la désynchronisation. Ça, pourquoi j'en parle? Bon, j'ai mis un peu des pictos. Pourquoi? C'est chaque personne a un intérêt différent. Ça aussi, je parle souvent pour les primo-demandeurs, aussi par rapport à notre petite expérience sur le terrain. Quand les primo-demandeurs d'emploi nous disent oui, on a envoyé des CV, les gens nous ont pas répondu, ou j'ai parlé à tel monsieur, il n'a pas voulu m'écouter, etc. C'est en fait, moi je suis dans un temps cognitif, je cherche du boulot. Mais l'autre personne, elle est peut-être sur un temps cognitif différent. Il est sur un projet d'investissement, sur des urgences qu'ils doivent gérer au bureau, sur des plans de formation, sur des problèmes personnels, etc., etc. Sur une planification de vacances, etc. C'est-à-dire que il y a ce problème de désynchronisation, le temps cognitif. Je suis une personne, je vais venir vous voir pour un sujet. Peut-être que si j'avais proposé ce sujet de gestion de temps, etc., il y a peut-être quelques temps, ça n'aurait pas été le bon moment, parce qu'on aurait été désynchronisé, parce que votre intérêt du moment diffère de ce que je vous propose en ce moment. Donc c'est un peu ça, ce qu'on appelle la désynchronisation. Ça, je parle souvent pour les primo-demandeurs de ne pas être frustrés. C'est juste que c'est pas le bon moment, donc il faut chercher le bon moment. Donc, et je vais donner quelques astuces par la suite pour le faire. Donc, il y a plusieurs contraintes, mais à mon humble avis, celle la plus importante, c'est le fait d'être de traiter trop d'informations d'une manière machinale, agit directement sur votre niveau d'acquisition de compétences et de mémorisation. Et derrière, la désynchronisation, c'est-à-dire quand on veut aller vers une entreprise, on ne prend pas le temps de chercher dans quelle situation elle est, quel est son centre d'intérêt du moment, etc., de voir ce qu'elle recrute ou pas, quel type de profil elle recrute, on risque derrière d'être frustré. Donc maintenant, je passe, donc je refais le lien un peu, donc on avait parlé de temps, gestion du temps. C'est en fait la gestion du temps dans notre domaine de gestion de carrière, il est lié au temps cognitif. Donc gestion du temps, c'est votre temps cognitif, votre temps de perception de ce que vous faites en ce moment. Donc derrière, si on est OK, je suis conscient de ce que je fais en ce moment, du coup, je vais me mettre dans un état de conscience pour acquérir des compétences. Mais en fait, la définition des compétences, là aussi, les chercheurs et même les praticiens ne sont pas d'accord dessus. J'ai pris celle qui est la plus récente, qui est de la Revue internationale d'éthique sociale et gouvernementale au Canada. Mais ce qui est intéressant, même quand vous allez sur le site, vous trouvez définition temporaire. Finalement, elle n'est pas définitive. Donc, ils vous disent que c'est une compétence se construit par des personnes en situation. C'est-à-dire situation, c'est-à-dire action concrète, donc pratique. Une compétence caractérisée dès lors un moment particulier. Donc, un moment particulier, vous voyez que c'est vraiment situation, moment, donc boussole et temps, donc sablier, le moment qui leur permet d'affirmer que leur action dans ces situations soit viable. Ici, quand on dit viable, elle a du sens pour vous. Donc, quand vous faites une compétence, elle a du sens pour vous. Même dans les recherches, on parle de self-efficacy. C'est-à-dire que je fais quelque chose dans un objectif conscient. C'est pas que je le fais juste comme ça. Donc ça, c'est une définition comme une autre, mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que c'est temporaire, puisque le savoir évolue, mais il y a la notion d'action et de sens. Ça, c'est très important. Donc là, concrètement, donc du coup, ici, c'est une compétence qui est tout le temps, donc qui évolue tout le temps, à des périodes différentes, mais il faut toujours donner du sens. Dans les compétences, il y a deux notions très importantes. Il y a la mémoire, donc j'en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être compétent si on n'a pas un minimum de savoir. Si on doit démonter un moteur de voiture, si on ne sait pas, donc savoir qu'il faut des clés, des outils, on ne peut pas le faire. Donc il y a un minimum de savoir pour le faire. Et après, il y a ce qu'on appelle la pratique, ce qu'on appelle le stock cognitif ou l'expérience. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez pratiquer, vous allez percevoir ce savoir-là sur le terrain d'une manière concrète. Donc, je vais zoomer maintenant sur la mémoire ou le stock de savoir. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de mémoire de travail, celle qu'on utilise, par exemple, celle que vous utilisez maintenant pour suivre ce webinaire. Peut-être que quand je vais raconter
des histoires. Quand j'ai parlé, par exemple, tout à l'heure des gens qui avaient du boulot et qui travaillaient, qui avaient des objectifs à rendre chaque mois, ils devaient gérer des situations avec des clients. Là, j'ai sollicité votre mémoire épisodique parce que vous allez vous souvenir d'une situation. Là, oui, c'est vrai, j'avais un client, quand je travaillais, j'étais tout le temps sollicité par des clients, même sur la route en rentrant chez moi, etc. Oui, je devais atteindre des objectifs, faire des revues d'objectifs, etc. Des fois, les objectifs n'étaient pas réalistes. Là, donc, je sollicite votre mémoire épisodique où vous avez déjà vécu une situation similaire ou analogue. La mémoire la plus importante, c'est la mémoire procédurale. C'est là où vous allez stocker ce savoir. Et en fait, c'est ce savoir-là qui est très volatile. Donc, la mémoire procédurale, c'est là où vous allez stocker le savoir qui va vous permettre d'avoir une base pour pouvoir acquérir une compétence. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir faire, par exemple, un site web, il faut un minimum de compétences techniques en HTML ou autre. Donc, pour faire de la programmation, il faut un minimum de compétences en codage, par exemple. Donc, c'est tout ça qu'il faut. Donc, pour acquérir les compétences, il faut effectivement augmenter son stock de savoir. Son stock de savoir donc fait intervenir la mémoire de travail, la mémoire épisodique et la mémoire procédurale. Et souvent, là aussi peut-être ça va vous parler, on s'est dit ah oui le formateur ou le conférencier était super, il a parlé de ça, c'est la mémoire épisodique. Mais si on vous dit techniquement que vous avez retenu le clé en main ou la compétence ou les techniques ou les outils, ah oui, je me souviens qu'il a parlé de ça. Donc ça, c'est la mémoire épisodique. Mais derrière, pourquoi donc du coup la mémoire procédurale, on se souvient aussi de la mémoire du travail. Si c'était physique, ah oui, je me souviens qu'on a fait on a donné, ils nous ont remis des badges, on devait passer à un point de contrôle. Ça, c'est la mémoire de travail, parce qu'on est dans la réaction. Mais quand on vous dit, ok, mais qu'est-ce que vous avez retenu concrètement? Blackout total, parce que finalement, la mémoire procédurale a un mécanisme différent que celui de la mémoire épisodique et que celui de la mémoire de travail. Donc, du coup, avant de passer, donc qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour finalement capitaliser sur cette mémoire procédurale où finalement c'est le savoir. Parce que ça serait intéressant de tout ce qu'on va voir sur les webinaires, les formations est capté et mémorisé. Ça serait super, mais on n'en est pas encore là. Donc, du coup, comme je disais, il y a certains chercheurs ou par exemple, Tesla, le patron de Tesla qui veut aller sur de la biotechnologie, implanter des puces dans le cerveau qui vont accélérer cette mémorisation ou la consolider. Pour l'instant, on n'est pas encore là. Moi, je suis pas fan de cette démarche, mais voir un peu donc les travaux qu'il y a dans la neuroéducation, ça peut nous donner des indications. Donc là, par exemple, ça aussi, c'est des recherches qui ont été faites en France, notamment sur comment maximiser ou consolider la mémoire procédurale. C'est-à-dire, quand on va voir un séminaire ou une formation, qu'est-ce qui va faire que nous allons retenir? Ils ont fait une batterie de tests. Ils ont trouvé que quand on teste le savoir qui a été administré une semaine, ça veut dire qu'on va questionner les apprenants, leur dire sur soit que ce soit des questions ouvertes ou fermées, de dire définition de tel truc, comment démonter un moteur, comment faire créer un programme, etc. Dès qu'on les teste après une semaine, ce travail-là du cerveau d'aller chercher l'information, ce qu'on appelle les chemins neuronaux, permet une consolidation de la mémoire. Et ce qui est intéressant aussi dans les recherches, ils ont trouvé que le sommeil permettait, ils ont fait donc des électrogrammes, je sais pas quoi, donc c'est en fait une image du cerveau sur une période de sommeil, ils ont trouvé que certaines zones du cerveau sont activées et ces zones-là permettaient apparemment de consolider la mémoire et les gens se souvenaient mieux donc quand ils dormaient après avoir, je dirais, capitalisé ou reçu un nombre important de savoir. Et en fait, donc ils le font sur un mois pratiquement où ils testent chaque semaine. Ils ont vu que plus les tests étaient rapprochés, plus donc il y a eu les gens retenaient pratiquement, si mes souvenirs sont bons, 34 ou 35% ou 37, je pense que c'était 37% de savoir en plus. Donc, par exemple, ils leur ont demandé de mémoriser une centaine de mots en anglais. Donc, il y a eu un groupe témoin où donc ils les ont testés comme d'habitude. L'autre, bien sûr, à l'aveugle. Là, ils lui ont pas dit à vous êtes les champions, on va vous tester avec une nouvelle méthode.
Donc, les gens qui ont été testés une semaine à hauteur d'une semaine chaque sur un mois, ils ont eu pratiquement 37% de concepts et de savoir mémoriser plus que l'autre groupe qui n'a pas été testé, qui a été testé juste après un mois directement. Donc, en résumé, donc ce qu'on appelle pour augmenter notre stock cognitif, donc c'est à chaque fois que vous allez recevoir du savoir, il faudra vous tester vous-même, ou si vous allez demander un test après une semaine jusqu'à arriver à un mois. Bien évidemment, il faut faire aussi. Bon, là, on parle j'ai mis cerveau en veille parce qu'on parle pas forcément de sommeil, mais aussi de contemplation. Vous allez finalement, ce que dit aussi Philippe Gabillet, il vous dit un temps de veille, mais c'est pas forcément un temps que vous allez dormir, mais peut-être contempler quelque chose, une œuvre artistique ou un paysage, ou juste réfléchir à des choses hors que le sujet de votre formation. Donc voilà un peu pour le stock cognitif. Après, il y a aussi une deuxième chose très importante. Là aussi, c'était l'une des, je dirais, des facettes de mes recherches à moi-même concrètement, parce que j'ai travaillé sur un programme sur le degré d'acquisition des compétences d'un programme d'entrepreneuriat en Algérie. Et on a vu que finalement, ce qu'on appelle la rétroaction, c'est qu'on va s'intéresser non pas à l'apprentissage en lui-même, mais au processus d'apprentissage. C'est pas ce que les gens ont appris, mais le processus avec lequel ils apprennent. Donc ici, si on apprend par exemple quelqu'un à faire un site web, donc on va lui apprendre à faire de l'HTML ou autre. Après, donc on va voir le résultat. Et on va le pousser à faire une rétroaction. Une rétroaction, c'est très simple comme concept, mais en même temps, c'est très puissant. On va juste lui poser la question, qu'est-ce qui a bien marché entre le livrable que tu t'es imaginé ou qu'a demandé le client ou le donneur d'ordre, entre le livrable que tu as réussi à donner. Donc, qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui a moins bien marché? Et comment on peut améliorer? Et en fait, ce processus de questionnement permet non seulement de consolider le savoir, mais derrière, de trouver de nouvelles perspectives d'amélioration d'une manière créative. C'est un peu ça les deux leviers sur lesquels on peut finalement capitaliser sur notre mémoire procédurale où le savoir en lui-même, il est ancré dans nos têtes. Donc voilà, donc je vais récapituler avant de passer aux compétences qui sont recherchées en ce moment. Donc, je disais, donc pour pouvoir donc du coup gérer bien son temps, il faut être conscient de son temps cognitif et ne pas forcément aller voir les autres. Donc du coup, éviter l'infobésité, de voir les autres ce qu'ils font. Ah oui, là, lui, il a du boulot, moi pas encore, etc. Et de se dire, ok, quelle est la direction que je vais prendre moi-même? Qu'est-ce que je veux faire moi? Quel est ce que je veux faire? Ça veut dire que ça se traduit par un choix de carrière. Ce choix de carrière, donc, se traduit par des postes concrets. Ces postes-là sont traduits derrière par des compétences à acquérir ou qui sont conditionnées pour pouvoir avoir le poste. Du coup, vous allez identifier ces compétences-là et donner le volume horaire nécessaire pour pouvoir acquérir ces compétences-là ou ce savoir-là. Pour pouvoir consolider votre savoir, donc je vous ai donné un peu quelques astuces. Donc, comme je disais, donc les tests à intervalles réguliers, la veille, donc veille de votre cerveau, pensez à autre chose que sur le savoir en lui-même, et derrière, faire des rétroactions à chaque fois. Vous allez vous exercer de dire finalement, je me suis testé, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché, et comment puis-je améliorer. C'est en fait ça, on n'arrive pas encore à expliquer d'une manière, je dirais, précise ce phénomène-là, parce qu'il y a la ligne démarcatrice entre la psychologie et la neuroscience aujourd'hui, il y a un gros débat dessus. Et ce qui est sûr, sur le niveau neuronal, trace neuronale, on voit quand même des données scientifiques concrètes qui montrent que certaines zones du cerveau, grâce à la rétroaction et la veille, sont activées et qui ne sont pas activées avec un processus d'apprentissage normal. Donc voilà un peu le... C'est bon pour toi, Esmi? Je vais pas trop vite, c'est clair? C'est bon. Bah, écoute, je profite en même temps que les participants de toutes ces connaissances. Je prends même des notes. J'espère qu'il en est de même pour nos participants. Franchement, c'est très passionnant.
On a certaines de ces notions, mais on ne se dit pas que ça va aussi en profondeur. Par exemple, tu parlais des tests qui sont effectués. On se demandait toujours après une formation pourquoi on nous fait un test le lendemain, le test après une semaine et le test après un mois. Donc là, c'est pour voir justement notre assimilation, peut-être, et notre capacité à mettre en pratique ces compétences-là qu'on aurait éventuellement acquises. Donc, Très bien. Good. Ça me permet de faire un check sur. oui. Très bien. Donc maintenant, on arrive bientôt à la conclusion. Là, j'ai préféré prendre, c'est les compétences recherchées, ce que j'ai pu voir un peu comme compétences qui sont recherchées actuellement. J'ai préféré les prendre comme ça en anglais. J'ai pas la compétence ou l'assurance de les traduire en français proprement, donc d'une manière précise. Donc j'ai préféré les garder comme ça. Peut-être je vais les expliquer, mais je pense que c'est des concepts qui sont je dirais tendance actuellement. Donc c'est tout ce qui est content stratégie, c'est stratégie de contenu donc digital. Hein, donc là c'est très intéressant que ce soit en termes de web ou en termes de circuits fermés en entreprise. Il y a tout ce qui est creative writing. Donc c'est un peu comment capter l'attention avec de l'écrit qui est passionnant. Et derrière, là aussi copywriting qui est très important. Je pense que c'était le patron de Alibaba qui disait que les gens, s'ils voulaient vraiment apprendre quelque chose durant le Covid, c'était copywriting. Et là aussi, le concise digital copywriting, c'est un peu comment écrire un contenu web d'une manière concise, mais de sorte à ce que finalement les gens ne s'attardent pas trop dessus, mais que le message quand même passe derrière. On va voir le pourquoi de ces compétences-là. Et c'est vrai que, par exemple, nous en Algérie, on a énormément besoin. Il y a énormément d'entreprises qui cherchent copywriting. Parce qu'il faut avoir quand même une certaine connaissance des langues qui est relativement, je dirais, correcte, de sorte à ne pas écrire des bêtises quand même, mais qu'elle soit aussi, ça donne du sens au lecteur. Après, vous avez tout ce qui est data analytics, donc ça aussi c'est incontournable en ce moment. Donc on parle de beaucoup donc c'est un peu tout ce qui est big data, etc. Mais ce qui est intéressant aussi ici, ça répond directement au problème d'infobésité. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui ou les entreprises cherchent des gens qui sont capables de mettre en place des structures, des architectures d'analyse de données qui soient rapides, mais aussi qui éliminent toutes les données superflues. Donc là aussi, c'est très intéressant. Il y a aussi le dernier que j'apprécie particulièrement, c'est Metric Driven Critical Thinking Problem Solving. C'est que, surtout en Algérie, on le voit souvent qu'il y a pas mal disons de contenu qui est habillé je dirais sous la bannière de l'expertise, mais finalement on n'a pas, je dirais, d'organisme qui peut certifier l'expertise de pas mal d'offreurs de contenu sur le web. Après, moi, je suis un adepte du marché, hein, donc s'il y a une demande derrière, why not? Mais derrière, c'est qu'on a besoin de sortir avec des analyses ou d'identification des problèmes. Je reviens un peu au sens de tout à l'heure, c'est-à-dire que si on doit mettre du temps, donc volume horaire, et donner une direction, c'est-à-dire que faire ça, telle tâche ou telle tâche, il faut qu'on sache qu'il nous identifie bien exactement s'il y a un problème dessus. Si on se trompe de problème, on aura gaspillé du temps et de l'énergie à travailler sur un problème qui finalement, il peut être juste un symptôme et c'est pas réellement le problème. Effectivement, le fait d'avoir de l'analyse de données factuelles, concrètes, permet de s'attaquer aux vrais problèmes. Donc, et dernièrement, c'est un peu ce qui est appelé communément les soft skills. Ça revient toujours. Hein. Même si on est dans l'ère du digital, là aussi c'est très important parce que finalement, même si on est dans l'ère du digital, quand même on communique à distance. Il faut avoir de la créativité dans le sens où trouver de nouvelles manières de faire. Et en fait, la rétroaction permet de débloquer de nouveaux chemins neuronaux qui permettent de débloquer la créativité. Donc de réfléchir à de nouvelles solutions, de voir les choses d'une nouvelle manière. Donc la persuasion, bien évidemment. Donc on est dans la persuasion, dans l'engagement, la collaboration, c'est très important. Il y a aussi l'intelligence émotionnelle. Là aussi, il y a énormément de travail à faire en Algérie, puisqu'effectivement, je parlais à un moment donné, je faisais aussi une conférence sur tout ce qui est communication. On a du mal
à dissocier entre le fait, entre l'opinion et le ressenti. Et souvent, on parle je dirais, sous le filtre de l'opinion, mais pour nous, c'est une vérité. Alors que là, on pourrait gagner énormément à travailler sur cet aspect d'intelligence émotionnelle. On pourra finalement, au lieu de s'énerver, au lieu de manipuler, de juste de dire, voilà, là, c'est un ressenti, et c'est pas, je suis pas en train de t'imposer une vérité, mais c'est juste un ressenti. Je le vois comme ça. Donc voilà, donc et on dialogue pour essayer de trouver un terrain d'entente. Et enfin, le problem solving, donc ça revient toujours. Hein, donc en fait, tout ce qui est là, c'est on est dans la gestion de problèmes au quotidien, puisque finalement, on n'a pas de, comme disait aussi Nassim Nicolas Taleb avec son livre, son concept de Black Swan ou le signe noir, c'est qu'on pourra jamais, finalement, tous les modèles analytiques qu'on a, ils vont décrire des événements peut-être récurrents. C'est de l'intelligence artificielle, donc il y a des inputs, même si elle a une capacité à analyser de nouvelles choses, mais derrière, quand il y a un événement comme Covid-19, je pense qu'aucune, à part certains auteurs qui ont prédit ça, mais c'est très difficile pour une machine de prédire. Donc là, c'est-à-dire qu'il faut se dire que les gens qui arrivent à résoudre des problèmes ou attaquer déjà les problèmes, à savoir comment les approcher, c'est une compétence qui est très demandée actuellement. Maintenant, le pourquoi de ces compétences-là, parce qu'il faut ne pas juste les copier, c'est en fait donc required to provide transfer information. Comme je disais tout à l'heure, ces compétences-là, les gens avec cette infobésité, donc si on poussait le raisonnement plus loin, si on est provider de contenu, il faudrait qu'on fasse en sorte, c'est un devoir de faire en sorte que les gens ne soient pas submergés par un contenu qui leur fait perdre leur temps. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire que aussi, c'est un moyen je dirais, de se différencier. Et tout ça, finalement, permet, donc quand on crée un contenu de qualité, quand on analyse un peu les problèmes de notre communauté, qu'on fournisse derrière des solutions créatives, c'est comme ça qu'on pourra finalement donner de l'information personnalisée. Et là aussi, on parle de transparence. Là aussi, que ce soit les médias, que ce soit donc il y a énormément d'informations que finalement, je pense que c'était Idriss Aberkan qui le disait aussi, il disait que une information sur 4 informations sur 5 étaient fausses sur un sujet quelconque. Donc, il y a plusieurs sources, il y en a qui le prennent sans vérifier. Donc là aussi, c'est très important, même pour la communauté, à chaque fois de vérifier. Donc ce qui se dit sur Facebook, sur X ou Y site, il faut toujours aller confirmer ça. Donc là aussi, pourquoi donc tout ce qui est créativité, etc., persuasion, collaboration. Donc là aussi, comme je disais, ça permet aux gens de gagner du temps. Donc à partir du moment où vous faites perdre du temps aux gens, quelque part, si vous dites oui, ils sont pas assez conscients, mais si derrière vous en abusez à vendre de la pub qui n'a pas d'intérêt ou à leur donner du contenu qui n'a pas d'intérêt, c'est limite éthique, c'est mon point de vue. Hein, donc c'est quelque part immobiliser des gens devant leur écran d'ordinateur ou de téléphone à leur vendre, leur faire perdre du temps et à immobiliser leur mémoire de travail, quelque part, on les aide pas à investir ce temps ailleurs. Et en même temps, ça permet finalement, donc si vous êtes en face de clients, communautés qui sont aussi vos clients, ça permet sur la durée de les engager, de les fidéliser. Donc voilà un peu là aussi j'ai fait une petite analyse rapidement juste pour la communauté, pour qu'ils ne se disent pas que ces tendances, bien évidemment, Mohamed nous donne des choses tendances elles sont évidentes. Donc j'ai fait une petite analyse sur le site Emploatic et vous allez trouver, par exemple, sur le mois d'octobre, entre 50 et 60% des offres tournent autour de ces compétences-là. C'est-à-dire que dans les postes, il y a ces compétences-là qui sont recherchées, que ce soit de la data analyse, que ce soit de résolution de problèmes ou de l'informatique, du data, etc., de l'analyse. Donc, vous voyez que c'est quand même important, même en Algérie, parce que finalement, il y a notre circuit industriel ou notre secteur industriel n'est pas assez développé par rapport à d'autres pays, sachant que pour une industrie, vous avez derrière 5 postes de services qui sont créés. Donc, si maintenant on est à 50-60%, ça veut dire que c'est vraiment des compétences sur lesquelles il faudra vous y mettre pour essayer de les acquérir avec la démarche ou d'autres démarches. Hein. Donc, je vous ai proposé la démarche donc de test et de rétroaction derrière. Ça va vous permettre de monter en compétences rapidement. Donc, enfin, donc ce qu'il faut retenir, j'aime bien aussi le temps c'est de la vie. Donc,
C'est ce que disait aussi Philippe Gabillier. Je vous invite à voir ses vidéos sur YouTube. Il vous dit, il faut pas dire aux gens qui viennent vous embêter et vous disent j'ai pas le temps. Il faut dire j'ai pas de vie. Finalement, on a tous peut-être 80 000 heures ou 800 000 heures plutôt. Si vous avez 90 ans, vous espérez avoir 90 ans. Ce n'est que 800 000 heures que vous allez vivre. Hein. Donc c'est pour ça que, par exemple, aussi nos théologiens vous disent c'est mieux de dire Allah يبارك في عمرك que de dire Allah يطول في عمرك. Oui, On va vivre, hein, donc je suis pas sûr. Mais la baraka, elle est dans le sens où se concentrer sur l'essentiel. Et donc après, vous avez laissé reposer votre mémoire de travail. C'est très important de ne pas. Je suis un adepte de la pêche, c'est-à-dire que c'est comme le poisson. Dès qu'on il y a le mulet, on l'appelle le boré aussi. Hein, c'est-à-dire que dès qu'on vous jette l'hameçon, vous venez rapidement vous accrocher à un contenu. Il faut laisser reposer votre mémoire de travail et aller sur du contenu qui a du sens pour vous. Après, il faut pratiquer, tester et faire des rétroactions, pour apprendre vite. Donc ça, c'est très important. Ne pas vous laisser berner, c'est le mot, hein, ne pas vous laisser berner par votre mémoire épisodique. Dès que vous êtes peut-être séduit par un conférencier ou une conférencière qui vous aura raconté une histoire qui est analogue à votre vie personnelle, vous êtes c'est très intéressant, et vous oubliez derrière le savoir, en fait votre stock de savoir qu'il faut acquérir pour développer votre compétence. Faites attention à votre mémoire épisodique. Donc faites des tests pour consolider votre mémoire procédurale. Et enfin, ciblez une compétence à apprendre par mois. Ça sert à rien de se dire je vais apprendre du codage, de l'SQL, de ceci, de cela pendant un mois. Vous allez vous perdre. Prenez une compétence par mois, ça vous permet d'avoir assez de recul pour voir un peu ce que vous avez appris, que vous avez consolidé. Après, ça ne vous empêche pas de rentrer dans un deuxième cycle d'apprentissage sur la même compétence si vous voyez qu'elle est très importante pour votre carrière et que derrière, votre niveau de maîtrise n'est pas satisfaisant. Voilà, Yasmine. bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton intervention, Mohamed. C'était très pertinent, très intéressant et très riche en même temps. Donc là, on va voir avec nos participants s'ils ont des questionnements ou peut-être un partage d'expérience. Et entre-temps, je voulais te poser une question, Yacine. Dans le sens où on se dit voilà, ce mois-ci je vais me concentrer sur l'apprentissage d'une compétence. Là, ma question va sur une soft skill et surtout sur l'aspect test et comment voir l'impact que ça a donné ou mon degré d'assimilation. Comment peut-on justement mesurer un degré d'assimilation d'un soft skill? Justement, c'est ce que je voulais avoir comme question. Excellent. Ben, écoute, je vais te répondre par une expérience, mais en même temps elle a une base scientifique, cette expérience. En fait, j'ai découvert ça avec la discipline qu'on appelle action learning. Et avant, quand on voit comme ça action learning, on dit c'est de l'apprentissage par l'action. Mais non, en fait. Je vous donne un exemple. Donc, durant donc mon expérience en doctorat en Angleterre, à chaque fois qu'on finissait un cours, notre formateur enlevait sa casquette de formateur, mettait une casquette de coach. Il nous disait, il nous pose la première question. Il nous dit, focaliser sur une compétence, une soft skill. Exemple. Je vais dire, moi, communication. Oui. Mais même là, elle nous challenge. Elle nous dit, c'est trop vague. Elle nous dit, c'est quoi communication? Après, OK, on va dire peut-être savoir questionner ouvertement. Donc, elle nous challenge pour avoir cette conscience. Vous voyez, donc cette présence cognitive. Par exemple, je vais choisir écoute active. Oui. Donc, chaque membre choisit, par exemple, si vous êtes dans une entreprise, vous dites, OK, les gars, sur la semaine, pas forcément sur une journée, sur la semaine, moi, je vais travailler. On peut même l'afficher sur un tableau, ce qu'on faisait chez nous, par exemple. Je vais travailler sur l'écoute active. Mais derrière, elle nous balance un problème qui n'a rien à voir avec la communication. C'est un problème de contenu. Par exemple, je vais dire des bêtises, peut-être dites-nous, challengez, faites-nous une antithèse de l'humour taliban durant la guerre avec les Russes. Je dis des bêtises, hein, mais un sujet compliqué. Et derrière, on va communiquer pour traiter le sujet. Et on oublie tous qu'on a identifié l'écoute active comme compétence. Et quand on finit de traiter le problème, de sortir avec des solutions,
chacun donne du feedback à l'autre. Déjà, nous, on s'auto-évalue. Je vais dire, le coach nous dit, OK, Mohamed, elle me dit, comment tu as trouvé ton degré d'écoute active? Je vais dire bien, pas bien, mauvais, j'ai complètement oublié de me concentrer dessus, ça peut être le cas. Et les collègues vont nous donner du feedback. Et c'est comme ça que nous allons à chaque fois prendre conscience qu'il faut qu'on écoute, etc. Derrière, les collègues nous donnent du feedback concret. Un collègue va me dire, ah ouais, j'ai voulu te poser une question, j'ai pas fini, tu as commencé à donner une réponse. Alors que tu n'as pas fini, j'ai pas fini de poser la question. Donc ça, en fait, je récapitule. Comment mesurer les soft skills? C'est de la visualiser, soit de mettre un post-it sur votre PC ou sur un tableau, que vous puissiez la visualiser et derrière de laisser les collègues vous donner du feedback dessus. Et c'est une démarche qui marche très très bien. Et je vous renvoie pour les gens qui veulent faire un peu plus de recherche dessus. C'est l'Action Learning. D'ailleurs, c'est l'institut qui promeut cette démarche. C'est WeHal. Donc on travaille avec eux sur ces sujets-là. Donc vous pouvez aller sur WIAL.org. Vous allez trouver des vidéos qui vous montrent concrètement et c'est plein de soft skills. Hein, donc ça peut partir de la résolution de problèmes, de la persuasion, de l'écoute active, comment reformuler, etc. J'ai répondu à ta question, Yasmine? Oui, oui. C'était ce qui m'avait le plus justement frappé. Et je me suis dit comment évaluer justement un soft skill. Et puis justement, tu as répondu à ma question. Voilà. Donc là, je vais voir s'il y a d'autres questions, hein, chers participants. Si vous avez des questions, moi pour ma part, ça a été très clair, très concis. Il y a Khadija Dalbazi qui te dit j'espère nous faire une autre conférence qui parle des SQL Data Analytics, comment acquérir cette compétence. Je ne suis pas l'expert du domaine. Je suis pas l'expert du domaine, mais je vous promets j'ai des collègues formateurs avec moi dans notre institut qui sont spécialistes c'est des docteurs en robotique, en informatique. On a fait du bon boulot avec lui sur l'acquisition des compétences. Je vais lui demander s'il nous donne carte blanche pour en parler, mais l'idéal c'est qu'il vienne lui en parler. Hein. Donc Yasmine, je pourrais vous mettre en contact avec lui rapidement pour qu'il puisse un peu donner comment on peut acquérir rapidement ce genre de compétences. Avec grand plaisir, Mohamed. Aussi, j'avais une question aussi par rapport aux compétences qui sont les plus recherchées durant cette crise Covid-19, enfin, qui se sont vraiment démarquées comparées aux autres compétences. Donc, justement, est-ce que c'est des compétences qu'on étudie chez nous ou est-ce que c'est des compétences qu'on acquiert comme ça par de l'auto-formation ou en parfaisant sa formation? Écoute, il y a les deux sont valables. C'est-à-dire il y a des formations en ligne qui se font. Après, pour les métiers du digital, c'est relativement simple de mesurer et de s'exercer, se tester et de pratiquer. Mais pour d'autres compétences, il y a peut-être, par exemple, en numéro 2 des compétences qui sont recherchées actuellement, c'est les ventes et la logistique. Si on est confiné et on veut postuler, je pourrais pas exercer de la logistique concrètement. Donc, peut-être faire un dossier de transport, etc., de suivre, de traquer la marchandise, flux monétaire, flux documents, etc. Donc, du coup, sur certains métiers, on peut les faire en ligne, mais ça n'empêche pas qu'effectivement, on peut les faire tout seul en autodidacte. C'est pour ça que même à chaque fois dans mes conférences, surtout pour les primo-demandeurs, il faut aller faire des stages gratuits. C'est-à-dire que ne demandez pas forcément qu'on vous paye parce que vous êtes à un stade. Donc, comme je disais, le sens que vous devez donner ou votre temps futur maintenant, c'est d'acquérir des compétences. Et pas forcément de décrocher le job parfait pour vous. Donc, si on est dans cette logique, le sens que je veux donner à ma carrière, c'est d'acquérir des compétences. Du coup, l'action qui va se greffer automatiquement, c'est soit faire des stages. Si on me donne du boulot, tant mieux, mais il faut juste pouvoir pratiquer. C'est ça votre priorité aujourd'hui. Donc, pour résumer, oui, on peut les faire ici, on peut les faire online,
Mais certaines compétences, honnêtement, il faut aller sur le terrain pour pouvoir les pratiquer. Très bien, très bien. Donc là, j'ai une question de Nasser Djawti qui nous dit, qu'en est-il de la citation «Le temps, c'est de l'argent»? Mais écoutez, moi, je suis pour le temps, c'est de la vie, parce que finalement, l'argent, c'est relatif. Mais je suis pour le temps, c'est de la vie. Hein, donc, je suis pour ça. Parce que finalement, si on fait les choses qu'on aime et on va forcément les faire bien, et si on a des compétences que les autres n'ont pas, forcément, les gens vont nous payer plus cher pour ça. Donc, je pense que l'argent derrière, oui, il y a une corrélation, je dirais, mais il n'y a pas forcément un rapport de cause à effet. C'est-à-dire Oui. que, voilà, donc je sais pas si, c'est peut-être une réponse philosophique, mais même la citation en elle-même, Même le temps le- c'est la vie, ça va être un peu philosophique. oui, le proverbe Aslan, il est très philosophique, donc on ne pouvait pas Oui. répondre d'une autre manière. Voilà. Très bien. Mais écoute, Mohamed, moi de mon côté, je n'ai pas d'autres questions. Du côté de nos participants également, ben, je te remercie énormément du temps que tu nous as accordé, ainsi que de la richesse des informations et surtout de la richesse des conseils en fait que tu nous as donné. J'espère que nos participants et les personnes qui verront ce webinaire les appliqueront consciencieusement et je les invite par la suite à nous communiquer les résultats et je t'en tiendrai au courant. Voilà. Inch'Allah. Donc, je te laisse Merci de beaucoup, mon Yasmine. côté le mot de Mohamed. Écoute, Yasmine, merci beaucoup. Merci encore à l'équipe d'Emploitic. C'est toujours un plaisir de collaborer avec vous. On me dit souvent, les gens qui me découvrent en séminaire physique, hein, donc, alhamdoulilah, on a une communauté assez riche. On me dit souvent, on ne te voit pas souvent. Je leur disais que je préfère ne pas trop immobiliser votre mémoire de travail. Donc voilà, donc je vous remercie et à très bientôt. À Salam très alaikum. bientôt. À très, très bientôt. Je vous souhaite à tous un très, très bon week-end. À très, très bientôt, Inch'Allah. Au revoir. Merci. Au revoir. Salam. Salam alaikum.